Et moi, ça m'a fasciné d'entrée de jeu. La cour d'assises, c'est pour moi un lieu absolument magique. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. Quand je suis rentré en 1978 au Journal Détective, comme tout le monde, comme tous les reporters de l'époque, je traitais les faits divers chauds, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent de se produire. Et il y avait un chroniqueur judiciaire, à l'époque, qui s'appelait Georges Martin, qui, lui, ne faisait plus de terrain, mais ne faisait que de suivre les procès d'assises. Le problème, c'est que quelquefois, il y avait plusieurs procès importants dans la même semaine et qui ne pouvaient pas être à la fois à Lyon, à Paris et à Bruxelles. Il arrivait très régulièrement qu'un reporter réputé de terrain aille suivre un procès devant la cour d'assises. Et ça a duré comme ça pendant quelques années, jusqu'au moment où Georges Martin a quitté ses fonctions, atteint par l'âge de la retraite, et j'étais officiellement devenu son remplaçant. Donc j'étais le chroniqueur judiciaire de Détective, et là, on est en 92 ou 13 à peu près, mais j'avais déjà une expérience de suivi de procès depuis 1980. Ces deux métiers qui sont soudés, l'un c'est au moment des faits, l'autre c'est au moment du procès, mais on parle de la même histoire. La différence c'est qu'au moment des faits, on cherche des informations désespérément et on n'en a malheureusement pas toujours assez, et au moment du procès, on en a beaucoup trop. Parce que quelquefois, il faut résumer sur 2 pages d'un journal une semaine d'audience extrêmement riche, avec 20, 30, 40 témoins qui viennent apporter des éléments tous aussi intéressants les uns que les autres. Les policiers qui viennent déposer, ils sont 3 ou 4, à venir expliquer leur enquête, comment ils ont réussi à coincer le meurtrier, etc. Et on se dit que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir mettre tout ça, mais en fait, il faut faire un bouquin. Donc ça a toujours été le problème des procès et du chroniqueur judiciaire, c'est qu'en fait on est éternellement insatisfait du résultat parce que bien évidemment on est obligé de cuter un nombre d'infos absolument incalculable, notamment les plaidoiries que moi j'aurais adoré retranscrire une plaidoirie de Dupond-Moretti ou de Jean-Yves Liénard ou de Pelletier, et j'avais droit à 3 lignes. Et en général, c'était après la brillante plaidoirie de Maître Machin, les jurés ont été convaincus par son talent ou par je sais pas quoi, et ils ont acquitté. Et c'est vrai que c'est frustrant. J'ai fait mon premier procès d'assises, j'ai suivi mon premier procès d'assises dans les années 79, parce qu'on remplaçait régulièrement le chroniqueur judiciaire en titre, parce qu'il pouvait pas tout faire. Et moi, ça m'a fasciné d'entrée de jeu. La cour d'assises, c'est pour moi un lieu absolument magique. Non seulement pour le journaliste d'investigation que j'étais en train de devenir, on croule sous l'information. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, on a une info. Et puis j'aime le décorum, j'aime la façon dont les choses se déroulent. Et puis on a l'accusé sous la main. C'est-à-dire qu'on reconstitue en quelques jours des années de vie et des années d'enquête. Et tout le monde vient au rendez-vous judiciaire. Alors quelquefois c'est un peu le spectacle, ça dépend des avocats, ça dépend des magistrats, mais l'époque que j'évoque, on avait des magistrats qui avaient des personnalités incroyables et puis des avocats aussi. Donc forcément c'était un spectacle peut-être quelquefois un peu dramatique, parce qu'il faut pas oublier qu'au milieu de tout ça, il y a toujours un mort, ou plusieurs morts. Mais la cour d'assises, qu'elle soit à Paris ou en province, c'est un moment de vérité. On vit vraiment des moments intenses avant, pendant et après. Avant, parce qu'on prépare le procès, c'est-à-dire qu'on appelle l'avocat, éventuellement on va déjeuner avec lui. On peut faire ce qu'on appelle un avant-papier, c'est-à-dire annoncer le procès la semaine précédant le procès. On suit le procès, mais quand je dis on suit le procès, on est du premier jour au dernier jour et de la première minute à la dernière minute. Dans certains procès, j'ai même suivi les intérêts civils. Donc, je ne ratais pas une miette de l'audience. Et au milieu de tous ces procès, je pense que je suis un des rares journalistes qui pourra raconter cette histoire. J'ai vécu un verdict de peine de mort. C'était le procès de Philippe Maurice. On est en 1980, je crois, ou fin 79 ou début 80. Très curieusement, ce type était fils de flic. Il était devenu délinquant. Il avait été poursuivi par les policiers alors qu'il commettait des petits vols et qu'il était surtout en cavale. Il n'avait pas réintégré une maison d'arrêt. Et pour fuir la police, il s'était engagé dans une impasse, rue Monge. Il était avec un de ses complices qui s'appelait Serge Atuil. Et à un moment donné, il y a un échange de coups de feu. Philippe Maurice était armé, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils étaient en train de voler des autoradios, mais bon.
Et je crois que les policiers ont tiré, Philippe Maurice a riposté, ou le contraire, peu importe. En tout cas, il y a un échange de coups de feu entre les policiers et les fuyards, dont Philippe Maurice. Serge Hatuil, son complice, a été tué, et Philippe Maurice a été arrêté. Et à l'époque, la peine de mort était encore une règle dans le code, et donc arrive le procès de Philippe Maurice, que je suis avec beaucoup d'intérêt, et on sent d'entrée de jeu qu'entre l'avocat général, je me rappelle encore de son nom, c'était Dorvling Carter. L'avocat général était déterminé à aller au max du max. Quant au président, c'était à peu près la même histoire. Et les avocats ont eu beau tout essayer, tout tenter. Philippe Maurice, il avait mon âge à l'époque, 24 ans, 25 ans peut-être. Donc j'avais un gamin de mon âge en face de moi qui était poursuivi pour le meurtre d'un policier, et étant lui-même fils de policier. Arrive la fin des débats, l'avocat général se lève, prend la parole pour ses réquisitions, et pour la première et unique fois de ma vie, j'entends un avocat général requérir la peine de mort. Il se rassoit, les avocats de la défense plaident. Il y avait Jean-Louis Pelletier dans le lot, il me semble qu'il y avait Philippe Lemaire aussi comme avocat, et peut-être même Thierry Lévy. Et ils ont eu beau faire, beau dire, les jurés sont partis délibérer. Et l'anecdote que je voulais raconter, c'est depuis le début, j'avais repéré la mère de Philippe Maurice pendant le procès, et puis je lui faisais des petits bonjours. Mon procès a duré plusieurs jours. Je lui faisais des petits bonjours, des petits coucous, une petite tape amicale en lui disant « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et pendant le délibéré, je la retrouve aux Deux Palais, donc qui est la brasserie qui est située juste en face du palais de justice. Et je la vois toute seule, là, la pauvre. Je l'invite à venir s'asseoir à la table. Elle venait d'entendre quand même requérir la peine de mort contre son fils. Et donc, inutile de vous dire qu'elle n'était pas en pleine forme. Et je me rappelle, je lui ai offert un chocolat ou un petit crème. Il me semble que c'est un petit crème. Et je la rassure. Je la rassure du mieux que je peux. Vous savez, la peine de mort... Elle n'a pas été abolie, certes, mais c'est tout comme, puisque de toute façon, on ne l'exécute jamais. Donc, je la rassure pendant un petit moment, je lui paye son café crème. Je la console, en quelque sorte. Et puis, les heures passent, on remonte aux grandes assises de Paris. Et là, le verdict tombe. Et là encore, pour la première et dernière, heureusement d'ailleurs, fois de ma vie, j'entends la voix, mais je l'entends encore, la voix de ce président, il me semble qu'il s'appelait Petit, dire « Philippe Maurice, après en avoir délibéré, la cour d'assises vous condamne à avoir la tête tranchée dans un délai de tant de jours, je ne sais plus le nombre de jours ». À ce moment-là, les policiers, les collègues du mort, de la victime de ce procès, se lèvent et applaudissent de joie. Et la pauvre femme, la pauvre dame avec qui j'avais bu le crème, que j'avais rassurée du mieux que je pouvais, s'évanouit. Elle tombe à la renverse, dans l'indifférence générale. Je pense que si on avait pu lui marcher dessus, tout le monde s'en foutait. Et j'ai cette image qui est à la fois le son et l'image qui sont restés longtemps. Ces flics qui applaudissaient le verdict et cette femme effondrée qu'on veuille couper son fils en rondelles, quoi. Philippe Maurice a donc été condamné à la peine de mort. Le président de la République, lorsqu'il a été élu, François Mitterrand, a en un premier temps gracié Philippe Maurice, c'est-à-dire qu'il a commué ou fait commuer la peine de mort en réclusion criminelle à perpétuité. Et ensuite, Badinter, le garde des Sceaux, a fait en sorte que la loi pour l'abolition de la peine de mort soit votée. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.